Добрый день, уважаемые. Bonjour, chers collègues. Nous sommes ravis de vous saluer au briefing de l'ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie pour les crimes commis par le régime de Kiev. Lors de ce briefing, nous allons vous présenter de nouveaux faits de l'usage par le régime de Kiev de drones afin de commettre les crimes militaires et porter les coups contre la population civile et les villes. Après le mot de bienvenue par M. Mirochnik, vous aurez l'opportunité de poser vos questions, mais je vous prie de poser vos questions conformément au sujet de notre briefing. Bonjour, mesdames, messieurs. Dans le contexte de la sortie offensive terroriste organisée par le régime de Kiev dans la région de Koursk, nous envisageons de vous présenter le recueil en 2 langues qui contient les données statistiques sur les crimes les plus sanglants commis par les forces armées ukrainiennes par le biais de plusieurs types désarmements. C'est le fait établi que de nouveaux acquis technologiques changent complètement notre image de la guerre. Ils créent de nouvelles opportunités afin de conduire les opérations militaires avec succès, mais aucun progrès technologique ne peut remplacer, substituer la conscience, la moralité, les normes universellement reconnues du droit international humanitaire élaboré par l'humanité depuis plusieurs décennies et qui reste le marqueur de sa civilité. Nous venons de célébrer le 75e anniversaire de la signature de la Convention de Genève et à partir de cette date, les signataires se sont engagés de les respecter. Mais est-ce qu'il y a une date précise à partir de laquelle on peut comprendre que les pays ont commencé à violer ces normes, à ignorer ces normes, et le groupe entier des pays occidentaux a commencé à y faire la sourde oreille? C'est le sujet particulier. L'usage de systèmes de drones diverses a apporté de nouvelles opportunités afin de parvenir au succès, à la supériorité sur le champ d'honneur, mais c'est le régime de Kiev qui a commencé à les utiliser afin de commettre les crimes délibérés contre les civils. À l'époque, l'Allemagne nazie agissait comme ça. Elle a utilisé ces élaborations dans plusieurs secteurs et a créé une machine afin de tuer les gens, d'exterminer les gens dans les camps de la mort. Les drones aujourd'hui deviennent le deuxième après l'artillerie type des armements très souvent utilisés par le régime de Kiev afin de tuer et de blesser les personnes civiles dans les régions frontalières de la Russie. Les drones d'attaque, les drones FPV, les drones explosifs, en cas où ils sont utilisés afin de frapper les personnes civiles, deviennent un instrument des assassinats délibérés ou des attentats contre la vie et la santé humaine. Les opérateurs de drones voient parfaitement la cible choisie. Ils sont capables de l'identifier et au moins il est capable de distinguer un enfant d'un soldat armé ou un véhicule civil d'un char ou du véhicule blindé de transport de troupes. En cas d'erreur, il est capable de dévier l'engin explosif au dernier moment, mais il ne le fait pas. Il porte les coups direct sur la population civile, une femme, un vieillard ou un enfant. Conformément à nos analyses, plusieurs centaines des attentats ont été commis par les forces armées ukrainiennes contre la population civile et nous pouvons constater qu'ils choisissent la cible d'avance, ils traquent ces cibles et portent les coups mortels. Comme des preuves de tels crimes, il y a des vidéos enregistrées par le biais des caméras de ces drones. Une partie de ces vidéos sont publiées avec fanfaronnade, rodomontade par les monstres nazis dans les réseaux sociaux. Ainsi, ils montrent au monde entier les résultats de soi-disant victoires sur la population désarmée. À partir de l'année 2024, les attaques de drones ukrainiens ont produit au moins 723 victimes parmi la population civile. 124 personnes sont mortes. En juillet, au moins 186 personnes civiles
sont devenus victimes des attaques de drones ukrainiens. 170 ont été blessés, 16 sont morts. À la date du 1er août, en juillet 2024, le nombre le plus grand de victimes parmi la population civile se trouvait dans la région de Belgorod, soit 79 personnes, dont 6 sont morts. Dans la RPD, 48 personnes civiles sont devenues victimes de ces attaques, dont 5 sont morts. La situation dans la région de Koursk a changé complètement récemment dans le contexte de la sortie offensive terroriste effectuée par les soldats ukrainiens. Ils utilisent les drones différents, les modifications différentes des drones. Récemment, dans la région de Koursk, au moins 13 personnes civiles sont devenues victimes des attaques de drones, dont 4 sont morts. Le territoire est contrôlé maintenant par les combattants ukrainiens. C'est pourquoi nous ne savons pas les chiffres précis en ce qui concerne les victimes. L'un des phénomènes les plus affreux, c'est que ce sont les enfants qui deviennent les victimes de ces attaques. Un opérateur ukrainien largue une munition quand il voit un enfant qui, par exemple, marche avec sa mère le long de la rue, ou quand un groupe des enfants joue dans la cour, ou quand un enfant, par exemple, se trouve dans une voiture avec ses proches. Dans 11 régions frontalières, à partir du 1er janvier, au moins 43 adolescents mineurs sont devenus victimes des attaques. 34 enfants ont été blessés, 9 enfants sont morts. Parmi les attaques les plus cyniques de drones ukrainiens, dont les victimes sont les enfants, je peux nommer les attaques suivantes. Le 11 juillet, un drone ukrainien a frappé un groupe des enfants dans la cour d'une maison résidentielle dans la ville de Shebekino, dans la région de Belgorod. 5 enfants ont été blessés et hospitalisés. Les médecins ont essayé de sauver la vie d'un adolescent âgé de 16 ans, mais malheureusement, un enfant est mort à cause de ses blessures. Le 10 avril, dans le village d'Apanosovka, la région de Koursk, un drone ukrainien a attaqué un véhicule civil ayant largué une munition. Au moment de cette attaque, un homme et ses 2 filles élèves, Margarita et Yekaterina, se trouvaient dans la voiture. Ils ont été brûlés vifs dans la voiture attaquée par le drone. Le 29 juin, aux 2 heures du matin environ, un drone ukrainien a attaqué une maison résidentielle et le territoire autour de cette maison dans le village de Gorodiché, la région de Rilsk, la région de Koursk. 5 personnes civiles sont mortes. Une famille de 4 personnes, y compris un enfant âgé de 4 ans et une fille âgée de 2 ans et demi, ainsi qu'un jeune homme qui a essayé de sauver cette famille. Ses parents ont été gravement blessés. Conformément aux normes du droit international humanitaire, les médecins civils ne peuvent pas être les objets des attaques de militaires dans n'importe quelle circonstance. Au premier jour de cette provocation contre la région de Koursk, à savoir le 7 août, les combattants ukrainiens ont attaqué par le drone une brigade de médecins qui sont venus dans la ville de Soudja pour sauver les personnes civiles blessées par ces bombardements. Cette ambulance avait tous les signes d'identification, les croix rouges, les gyrophares qui définissaient le statut de cette automobile. Mais le véhicule, l'ambulance, était attaqué par le drone ukrainien, ce qui a résulté en mort de 2 agents de santé. Une jeune fille réanimateur a survécu. Elle a été transportée à l'hôpital par une autre brigade de médecins. Le 3 juin, dans la ville de Tarisk, de la région de Kherson, un drone ukrainien pendant longtemps poursuivit une voiture d'ambulance. Le conducteur a vu le drone et a tenté de s'en éloigner, mais malgré cela, un drone ukrainien a rattrapé l'équipe des médecins et a jeté une munition. Comme résultat, le conducteur de ce véhicule a été grièvement blessé. Le véhicule a complètement brûlé. Vous pouvez voir les résultats sur vos écrans.
Le fait que j'ai cité de l'attaque contre les véhicules ne sont pas une exception de règle, plutôt le contraire. Ils font part de l'arsenal des mesures ciblées approuvées par les dirigeants du régime de Kiev. Depuis le début de l'année, c'était la 9e équipe médicale qui a été ciblée par les militants ukrainiens. 23 médecins ont été victimes, dont 4 sont morts. Les drones d'attaque sont utilisés par les militants ukrainiens d'une manière très active afin de localiser et frapper les équipes de la Mercom. Dans tel cas, les drones survolent les endroits récemment frappés tout en attendant l'arrivée des pompiers et des sauveurs pour les attaquer. Ce sont les méthodes d'origine et d'histoire véritablement terroristes. L'objectif des privés et des civils d'espoir même d'être sauvés. Les drones cherchent à prévoir l'assistance aux victimes. De janvier à août de cette année, comme résultat des chutes des drones et des attaques et en relevant les conséquences, au minimum 71 membres de la Mercom ont été victimes, dont 39 ont été attaqués par les drones. En juillet seulement, nous avons vu au minimum 8 attaques sur les équipes de la Mercom. Les drones ukrainiens ont endommagé 3 véhicules de pompiers et un camion de la Mercom. Le 12 avril, dans le district de Nikitskoye à Gorlovka, les pompiers ont éteint l'incendie d'une maison résidentielle provoquée par une chute d'un explosif par le drone. Pendant tous ces processus, 10 membres de personnel de la Mercom ont été blessés. Ils ont été transmis à l'hôpital. Le jour suivant, le 13 avril, cette histoire s'est répétée. En essayant de protéger une maison résidentielle, l'équipe a été attaquée. Un camion citerne a été complètement anéanti. La deuxième a été endommagée. Une tendance croissante au cours de ces derniers mois, c'est la chasse des drones ukrainiennes au transport civil et au transport public. Les drones ukrainiennes survolent les autoroutes, observant les voitures civiles et les autobus civils pour anéantir complètement des véhicules et d'effectuer un meurtre des passagers. Il y a quelques jours, dans la région de Belgorod, un drone ukrainien a rattrapé et a frappé une voiture civile avec 2 femmes. Sur vos écrans, vous pouvez voir les conséquences de cette attaque. Les 2 femmes ont été grièvement blessées. Ils ont été évacués à l'hôpital à la proximité. Un attentat le plus sanglant au cours de ces derniers mois, c'est l'attaque contre les autobus d'une entreprise agricole agro-Belgorod dans le district Borisovskoye de région de Belgorod, près de Berezovka. Le début de mai, les forces armées ukrainiennes ont attaqué par 3 drones les personnels de la ferme porcine et une voiture civile qui passait à proximité. Comme résultat, 7 membres du personnel, 7 employés, ont été victimes et 3 personnes ont été grièvement blessées. Parmi les attaques des drones ukrainiennes contre les transports civils, on peut distinguer une série de frappes contre les tramways urbains à Gorlovka. Au cours de 10 jours, sur le trajet, 3 tramways urbains ont été attaqués. Les 2 attaques ont fait les victimes parmi les civils.
Le 30 juillet, après une attaque de drones contre le tramway, une conductrice de tramway a été une victime. Un explosif a volé dans la cabine du contrôle et le conducteur n'avait aucune chance de survivre. Une jeune fille adolescente de 17 ans a été également une victime. La culpabilité pour les crimes qui ont piétiné les normes et les principes du droit humanitaire international, sans aucun doute, revient au régime naziste de Zelensky, mais ceux qui ont armé ces assassins sont également responsables. En février et mars de cette année, le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, a déclaré que l'OTAN va acheter un million de drones pour le régime de Kiev. Le Royaume-Uni et la Lituanie ont communiqué qu'ils vont entêter la coalition pour les drones. Dans les drones, nos experts ont trouvé les détails produits dans les États-Unis, au Canada et en Suède. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour armer les Ukrainiens qui ont piétiné les normes du droit humanitaire international des outils pour effectuer des meurtres contre les civils. Maintenant, nous voyons une tendance croissante d'utiliser des drones livrés par les partenaires occidentaux contre la population civile. Ce sont les crimes effectués par les forces armées ukrainiennes le plus notable que je n'ai pas encore mentionné. Tentative d'assassinat contre un correspondant de guerre, Evgeny Podubny, l'incendie de tour de refroidissement à la centrale nucléaire de Zaporijie, un meurtre d'une femme âgée dans son appartement à Shebekino. Le régime sanglant de Zelensky va être responsable devant la justice pour tous ces crimes. Tous ces faits que j'ai déjà mentionnés, nous allons les rendre publics et les transmettre aux organisations internationales afin de faire une évaluation. Nous allons les transmettre à nos partenaires des pays qui ne sont pas entachés par le soutien du régime de Zelensky et les massacres en Ukraine afin de comprendre tout ce qui se passe en Ukraine. C'est tout pour maintenant. Nous allons publier les documents à travers le département de médias du ministère des Affaires étrangères en anglais et en russe. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mirochnik, pour ces informations très détaillées. Chers collègues, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Здравствуйте. Bonjour. L'agence de presse Izvestia. Monsieur Mirochnik, d'après vous, est-ce que les coups massifs par les drones est une tentative de l'Ukraine de nuire à la Russie avant les pourparlers? Je voudrais diviser votre question en deux parties. Premièrement, l'Ukraine a mis une pause dans les pourparlers ayant commencé cette attaque contre les régions de Kursk. Elle a fait reporter les pourparlers. C'est la situation complètement innaturelle. C'est pourquoi la question posée par notre président concernant la question à savoir avec qui devons-nous parler reste pertinent. L'objectif du régime de Kiev est parfaitement clair. Les drones sont utilisés afin de frapper une population civile et s'aimer la panique parmi la société et afin de provoquer le désordre, le chaos parmi les gens. Mais à mon avis, tout cela est le résultat de l'incompréhension totale de
nos esprits, de l'esprit de nos gens, parce que ces tentatives de commettre l'attentat dans la région de Koursk nous obligent de serrer les dents et de faire tout notre possible afin de punir tous ceux qui ont essayé de détruire nos gens, notre territoire, tous ceux qui avaient commis depuis décennies, avaient poursuivi la politique de la destruction de nos gens, de notre culture, de tous ceux qui se sentent proches à tout ce qui est russe. Cette politique est la politique délibérée poursuivie par Zelensky. Cette politique est tout à fait criminelle et elle ne va pas en conformité avec les normes du droit international. Et la deuxième question, comment pouvez-vous évaluer, estimer la réponse de représentants officiels de l'Occident au bombardement ukrainien? Je peux juste dire que les représentants occidentaux ignorent tout cela complètement. Ils font la sourde oreille à tout ce qui se passe et ils font la sourde oreille à la situation humanitaire dans la zone des hostilités. Hier, notre délégation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies avait participé à une séance non formelle sur les crimes militaires de l'Ukraine, et les représentants des pays occidentaux qui sont venus à cette séance avaient des interventions, avaient des discours tout à fait clichés, pareils. Ils disaient: nous ne savons pas tout ce qui se passe, nous ne voulons pas savoir ce qui se passe là-bas, mais nous sommes sûrs de notre position et la Russie ne peut pas changer notre avis. Tout cela ne nous permet pas de régler la situation, y compris la crise ukrainienne. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que l'Occident a une position claire et objective en ce qui concerne la situation en Ukraine et les actes commis par le régime de Kiev. Et la dernière question, si vous me permettez, est-ce qu'on peut lier les attaques de drones ukrainiens avec le désir de Kiev de faire augmenter l'esprit de ses militaires, si on parle du transfert des hostilités sur le territoire russe? Nous devons être très clairs, très précis dans nos formules. L'esprit militaire, l'esprit de combat et le désir de tuer, de faire des massacres, ce sont les définitions complètement différentes. Pour le moment, l'Ukraine cultive sur ce territoire ce désir de tuer et transforme une partie de sa société en ces bêtes féroces. Et nous voyons ces réponses dans les réseaux sociaux, parce que je ne peux pas appeler avec les termes différents les gens qui exhortent à tuer, à exterminer la population russe. Toutes ces publications, on peut les trouver dans les réseaux sociaux, dans plusieurs sources d'origine ukrainienne. Et cette politique radicale est cultivée par le centre, par les autorités, par le régime de Kiev, par Zelensky lui-même. Et cela n'a rien à voir avec l'esprit de combat. C'est le fait de stimuler les instincts qui se trouvent parmi la partie radicale de la société ukrainienne, et on essaie d'exploiter ces esprits. Le régime de Kiev essaie d'exploiter ces esprits. Moscow Post, vous êtes ici? Oui, bonjour, nous avons deux questions. Vous avez partiellement commenté la première question.
Combien de civils ont été victimes des attaques de drones pendant le conflit, pendant l'incursion des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk? Quel est le type le plus dangereux pour les civils? Je n'ai pas cité la chiffre précise concernant des victimes, c'est une chose difficile. Je peux répéter les données que j'ai citées. 723 personnes qui ont été des victimes depuis le 1er janvier 2024 et 124 personnes qui sont mortes par la raison de l'utilisation des drones. Malheureusement, cet chiffre pourrait être plus élevé. Nous annonçons les données dont nous sommes sûrs, qui sont rassemblés par les centres spécialisés qui travaillent avec nous. La tendance, malheureusement, c'est la croissance. Au début du conflit, nous avons vu des personnes individuelles qui ont été les victimes des drones. Mais depuis la fin de 2023, le début de 2024, c'est un phénomène en masse, l'utilisation des drones contre les civils. L'Ukraine frappe le transport public, le transport civil avec des drones. Ils attaquent les infrastructures agricoles, l'équipement agricole dans les champs des régions de Koursk et de Belgorod. Ils utilisent des systèmes de combat, des systèmes de drones contre les civils sans défense. Ce sont les actions intentionnelles qui ont effectuées par le régime de Kiev. Nous voyons les chiffres de juillet. 200 des tentatives contre les civils. Nous n'avons pas des prévisions pour le mois de août si on ne fait obstacle à ces tentatives. Il y a une tendance à croissance. Et concernant les systèmes, nous sommes en train d'analyser une série de systèmes de drones utilisés par les militants ukrainiens. Les systèmes le plus dangereux pour les civils sont les drones FPV. Ils sont utilisés à une distance limitée pour localiser et poursuivre les voitures publiques, les voitures civiles. Ils sont très petites, ils ne coûtent pas cher. Ils sont livrés par des parties massives par les partenaires occidentaux au régime du Kiev. Ils sont utilisés d'une manière le plus active pour cibler les territoires civils. À Graiveron, Shebekovka, à Gorlovka, ils sont utilisés d'une manière le plus active dans ces territoires. Les drones de type avion, ils possèdent de plus d'explosifs. Le régime de Kiev utilise ces drones pour cibler ses frappes contre les entreprises technogènes, dangereuses de point de vue technogène, pour cibler la centrale nucléaire de Zaporijie, les centres énergétiques et les infrastructures vitales. Quand les drones perdent la route, ils endommagent l'infrastructure civile et les vies civiles. Merci beaucoup. Ma deuxième question. Quels sont les risques que les navires des forces armées ukrainiennes non pilotés vont attaquer les navires civils dans la mer Noire? Nous n'avons pas de données précises concernant les tentatives ukrainiennes d'attaquer les navires civils. Je n'ai pas de telles données. Nous devons consulter
nos collègues, mais du point de vue de la compréhension de ce processus, nous ne pouvons pas garantir que l'Ukraine va respecter quelques normes. Le principe le plus important, l'Ukraine ne peut pas frapper si l'Ukraine ne peut pas frapper du point de vue physique. Si l'Ukraine pourrait attaquer du point de vue physique, attaquer cet objet, cette infrastructure, l'Ukraine va faire cela, tout en piétonnant le droit humanitaire international. L'Ukraine se trouve maintenant sous le soi-disant toit diplomatique des pays occidentaux. Ils ont des analyses unilatérales concernant toutes les violations des normes du droit humanitaire international qui sont contrôlées par l'Occident. Ils ont une fonction de la pression politique et propagandiste. Ils n'en effectuaient pas une analyse pour tirer des conclusions. L'Ukraine, c'est un monstre qui n'est pas capable à respecter de quelques normes. Ces normes ne peuvent pas restreindre les frappes contre les navires civils. Merci beaucoup pour votre réponse détaillée. Merci beaucoup. Komsomolskaya Pravda, s'il vous plaît. Bonjour. Vous recevez les informations actuelles sur tout ce qui se passe dans la région de Koursk. Via quelle chaîne vous avez déjà informé vos partenaires occidentaux ou juste quelqu'un à l'étranger sur tout ce qui se passe dans les régions de Koursk? Et quelle était la réponse? Merci. Bien sûr, nous utilisons les chaînes classiques de la propagation, de la diffusion des informations. Toutes les données sont transférées dans les organisations internationales. Ce sont les Nations Unies, le CSE, le Conseil des droits de l'homme, les autres organisations où nous avons la représentation. Nous informons tous nos partenaires de façon détaillée par le biais de nos ambassades qui se trouvent à l'étranger. Et à titre prioritaire, nous essayons de transmettre les informations à nos partenaires qui ne se sont pas salis avec le soutien du régime de Kiev et qui ne financent pas le massacre et la prolongation de ce massacre. Nous informons tous ceux qui peuvent réagir de façon objective à tout ce qui se passe. Et nous coordonnons au niveau de services spéciaux, services de sécurité avec les États avec qui nous coopérons de façon étroite. La réponse est très éloquente. Les actes terroristes flagrants organisés par l'Ukraine étaient planifiés par le biais des États-Unis, des pays occidentaux. Et bien sûr, les représentants des États-Unis, de l'Allemagne par exemple, essaient de justifier tout cela et justifier les actes terroristes commis par l'Ukraine si elle utilise ces actes afin de se protéger. Hier, lors de la séance du Conseil de sécurité, les représentants de plusieurs États, comme le Royaume-Uni, la France par exemple, ils ont déclaré qu'ils cherchent à ignorer tout ce qui se passe et à ignorer cette sortie offensive organisée par l'Ukraine dans la région de Koursk. Et il faut plutôt parler de violation de droits de l'homme. Ils disent que l'Ukraine, c'est le fils de diable, mais c'est notre fils de diable. Je vous demande pardon, et si on parle des partenaires non occidentaux, quelle est leur réponse?
Nous avons des consultations fermées et je pense que nos partenaires non occidentaux sont capables de vous répondre eux-mêmes en ce qui concerne leurs réponses. En ce qui concerne la séance d'hier, les représentants des pays asiatiques, la Chine et un nombre des autres pays qui voient la situation de façon très claire ont exprimé leur position. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Добрый день. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Olga, vous avez la parole. Olga Begunova. Monsieur Merachnik, pour assassiner des civils russes, l'Ukraine est armée par les États-Unis et par les pays de l'OTAN, tout en livrant des drones, par envoyant des troupes non régulières et organisé une tragédie nucléaire attaquant les centrales nucléaires. L'hégémon, c'est les États-Unis, comme M. Poutine a dit pendant le discours de Munich en 2007. Les États-Unis, c'est le centre unique de la prise des décisions et du pouvoir. La Russie va-t-elle indiquer quel pays est l'agresseur vis-à-vis de la Russie, comme ça a été fait par Molotov en 1941? Nous devons faire quoi pour tenir des négociations avec les États-Unis? Je ne suis pas d'accord avec votre comparaison, avec votre analogie. En 1941, c'est une différence et maintenant, c'est une situation très différente. Nous avons annoncé, nous avons déclaré notre position et les sponsors et les coauteurs des massacres sur le territoire de l'Ukraine, ce sont les États-Unis. Une série des pays partenaires des États-Unis rassemblés dans un groupe pro-occidentaux qui soutient les massacres en Ukraine. Sans financement et sans participation, le conflit en Ukraine ne serait pas possible. Joseph Borrell et d'autres ont déclaré à plusieurs reprises quand le soutien financier va être limité, le conflit va terminer. Le principe est vrai. Sans soutien de l'Occidentaux, le conflit n'aurait pas commencé. Deuxième question. La deuxième question, la Russie a-t-elle des mécanismes politiques pour se mettre à table des négociations de paix avec l'Occidentaux, avec les États-Unis? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas d'hégémonie des États-Unis dans le monde. Nous croyons que le monde polycentrique garantit le respect des intérêts, la protection des intérêts d'autres États. Nous comprenons que nous devons considérer les intérêts d'autres États, de créer un alternatif, un hégémon qui se considère, que se qualifie d'un policier du monde entier et considère comment évaluer des standards internationaux. Cela provoque une crise internationale. Nous allons travailler avec les États qui ne sont pas contents de la politique des États-Unis. C'est le mécanisme qui va créer les conditions pour la coexistence dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Encore une fois, respectez le sujet du briefing d'aujourd'hui. Tout d'abord, ce sont
les crimes du régime de Kiev contre les civils et contre l'infrastructure civile. Golosotchestva, à vous la parole. Bonjour. Après l'attaque contre la région de Koursk, M. Poutine a déclaré que c'est l'Occident collectif qui mène la guerre par les mains de l'Ukraine. Quelle est la réponse vis-à-vis l'Occident pour limiter, pour mettre fin à ces attaques? Je crois que c'est une question globale. Les activités diplomatiques, les activités de la politique étrangère, c'est de protéger nos intérêts. Je ne vais pas énumérer toutes les normes et toutes les doctrines. Nous sommes limités du point de vue des possibilités, vu que cette confrontation est une confrontation militaire. Les résultats sur le champ de bataille vont influencer la continuation, la suite de ce conflit. Les négociations, les tentatives de trouver des solutions possibles de ce conflit par cette attaque, cette incursion de Koursk. L'Ukraine a fait tout son possible pour mettre fin à toutes ces tentatives. On ne peut pas tenir des pourparlers avec un partenaire fou. Il n'y a pas de perspective. Les récentes actions confirment que l'Ukraine va faire tout pour faire plaisir à ses partenaires de l'Occidentaux, pour justifier les investissements, tout en ignorant toutes les normes du droit international et monétaire. Les activités militaires c'est notre approche maintenant. Monsieur Mirochnik, je sais que l'Occident a des plans à long terme concernant la Russie, concernant la confrontation avec la Russie. La Russie a-t-elle des stratégies à long terme? La Russie a ses propres stratégies, la doctrine militaire, la doctrine de la politique étrangère. Notre vision stratégique est présentée dans ces doctrines. Nous comprenons très bien la situation où nous nous trouvons maintenant. Et je crois que pour ces conclusions, nous ne pouvons pas faire ces conclusions maintenant. Merci beaucoup. Portal Balt News, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Mirochnik. En septembre, la Lituanie va approvisionner l'Ukraine en drones. Et est-ce que vous savez quels sont les volumes de l'équipement fournis par les pays de Balte à l'Ukraine? Bien sûr, nous analysons ces volumes qui sont fournis par les pays baltes à l'Ukraine. Et maintenant, ces pays ont la position assez radicale. Ils essaient de participer à toutes sortes des aventures, de projets qui poussent l'Ukraine. Tous ces projets soutiennent le régime de Kiev radical. C'est pourquoi l'objectif principal des sponsors occidentaux, c'est de soutenir de façon effrénée les désirs et les intentions du régime de Kiev qui vont à l'encontre avec la situation actuelle, avec l'évaluation objective de tout ce qui se passe. Les patrons occidentaux juste suivent le scénario bien établi en ce qui concerne l'Ukraine.
il y a des programmes, mais ils ne sont pas des bénéficiaires, ils sont juste l'interface de ces programmes. Ils sont les sponsors. Et selon le PIB, le volume du soutien des pays baltes est vraiment considérable. Il s'agit en tant qu'une sorte d'interface en ce qui concerne le soutien financier à l'Ukraine et beaucoup de moyens, beaucoup d'argent passe par les pays baltes. Ils viennent de l'Occident à l'Ukraine et ainsi les pays baltes soutiennent l'Ukraine de façon très énergique. Et la deuxième question, oui, les pays baltes, c'est la plateforme du soutien à l'Ukraine, mais ils aussi fournissent le personnel. Est-ce que vous savez combien de mercenaires baltes participent au conflit en Ukraine? Ces combattants, ces mercenaires sont présents sur le terrain, nous le savons, mais en ce qui concerne les chiffres précis, je ne peux pas vous donner les chiffres précis parce que c'est le profil de notre ministère de la Défense, mais je peux vous dire que les pays baltes ont les centres de formation, les centres des exercices militaires qui forment, qui préparent les militaires, y compris les militaires occidentaux, afin d'aider l'Ukraine. Et on ne peut pas sous-estimer le rôle des pays baltes. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les chiffres précis, mais je peux vous dire que les pays baltes sont très actifs dans ce processus parce qu'ils envoient leurs mercenaires, leurs combattants. Très souvent, ces combattants deviennent la chair au canon, mais il y a les cas où ces combattants transmettent leur expérience aux combattants ukrainiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous remercie. Je remercie M. Mirochnik et à bientôt.